Bienvenue à la keynote d'ouverture des Assises de la cybersécurité 2023. J'aime pas en général me répéter, mais quand un sujet est important, il faut se répéter. On a beaucoup parlé en conférence d'ouverture. Vous avez aussi eu plein d'ateliers qui parlent de ce sujet. Les nouvelles technologies, l'IA, doivent nous aider pour maximiser notre potentiel de défense. On l'a dit, on l'aurait dit, il ne faut pas le laisser chez les attaquants. Et on a des experts pour ça qui travaillent avec vous toutes et tous en ce sens. Il y a aussi un sujet, si on doit parler d'IA et de nouvelles technologies, il faut démystifier le quantique. Et pour faire cela, qui mieux que les experts? Je suis très fière d'accueillir en scène pour nos intervenants de la keynote Thales, Pierre-Yves Joliet et Éric Briet. Merci Maria, bonsoir à tous. Très heureux d'être là de nouveau ce soir. Le thème des assises se suivent mais ne se ressemblent pas. En 2021, nous étions là pour parler Back to Basics. Et c'était quelque chose d'ailleurs qui nous a tous collectivement bien servi dans le contexte de la crise ukrainienne. En 2023, nous prenons de la hauteur. Et nous prenons de la hauteur parce que la cybersécurité, pour son bonheur ou son malheur, est un domaine où le back to basics ne dure pas très longtemps. On est rapidement rattrapé par l'innovation technologique. Deux innovations technologiques majeures qui nous préoccupent tous aujourd'hui. Le monde du quantique, qui est une révolution attendue, mais qui se fait un peu attendre, et le monde de l'intelligence artificielle, qui a été, pour le coup, qui a pris tout le monde par surprise en début d'année avec l'apparition des Large Language Models. Donc, pour en faire le point sur ces deux ruptures, avec moi, Éric Briet, CTO de Thales Cyber Solutions, où en est-on? Quels sont les dangers qui nous attendent? Et pour faire un peu de cinématographie, entre la mort par l'apocalypse quantique et la guerre des machines, quel est le danger le plus urgent et à court terme et à moyen terme? Alors, tous les deux sont très importants. On assiste d'ailleurs à un croisement des courbes d'investissement entre l'intelligence artificielle et le quantique. Une des raisons, c'est le buzz qu'on a eu cette année. On ne pouvait vraiment pas rater tout ce qui était IA générative. Une raison plus profonde et une vraie question qui est le timing sur les retours sur investissement. Ces technologies sont des technologies complexes dont la maturité doit encore être travaillée. Et les gens qui les développent et surtout ceux qui investissent vont nécessairement tôt ou tard se poser la question de aura-t-on un retour et l'aura-t-on bientôt? Là, on s'éloigne du domaine de la cyber. Dans le domaine de la cyber, on a la grande question de apocalypse quantique ou pas, et quand verra-t-on des attaques réelles à base de calculateurs quantiques sur des systèmes cryptographiques? Côté IA, on a déjà des résultats pratiques. Certains datent de quelques décennies, la reconnaissance d'images, la détection de patterns inhabituels dans des larges volumes de données, ça peut être utilisé en cyber, le résumé automatique de texte, ce n'est pas pratique que pour les étudiants, et enfin, le phénomène nouveau, la génération d'images, de textes, et surtout à base de prompts en langage naturel. Et donc effectivement, beaucoup d'incertitudes sur le timing, l'arrivée, comme on l'a vu avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Beaucoup aussi, mais quelques certitudes côté intelligence artificielle. A-t-on des certitudes équivalentes côté impact des ordinateurs quantiques? Alors on a des certitudes sur les algorithmes dont je parlais qui vont casser la cryptographie. Le chiffrement symétrique se retrouve amputé de la moitié de la force de ses clés. Concrètement, ça veut dire qu'utiliser de la ES 256 revient à avoir la sécurité de la ES 128. Concernant les fonctions de hachage, qui sont celles qui servent à vérifier l'intégrité des données, une attaque quantique reviendrait à oublier de vérifier un tiers des bits des hachés qui servent à identifier un texte ou une personne. Sur le chiffrement asymétrique, on parle là de RSA, de DSA, de CC,
Le résultat est encore bien pire et on considère que la sécurité est annihilée. Et pour rappel, ce sont des résultats théoriques qu'on peut modéliser d'un côté. Ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est qu'un ordinateur quantique, c'est finalement un objet qui répond à des lois physiques. Les lois de physique, ça se calcule. Et on peut très bien le simuler sur un ordinateur classique, ce que font certaines personnes aujourd'hui. Et ça termine de valider les modèles sur des petits exemples, puisqu'on peut manipuler une vingtaine de qubits, peut-être un peu plus, sans trop de soucis. On est donc certain des attaques. La vraie question étant, quand est-ce que l'ordinateur quantique sera disponible ? Parce que 20 qubits, finalement, ça ne permet pas de faire toutes les démonstrations qu'on a envie de faire avec des ordinateurs quantiques. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est la question du timing. Le calculateur quantique appliqué à la cybersécurité, c'est pour quand ? Alors, je vais commencer à répondre à la question sans la fin, c'est-à-dire sans le applicable à la cybersécurité. Et ces ordinateurs quantiques, ils existent aujourd'hui. Alors, ils sont rares, ils sont chers. On a quand même quelques annonces avec plusieurs centaines de qubits. Moi, ceux que j'aime bien, c'est ceux qui sont basés sur la photonique parce qu'ils ont un petit plus, c'est que le calcul peut se faire à température ambiante. Et c'est pour ça qu'on l'a illustré ici. Un des problèmes des calculateurs quantiques, c'est que c'est perturbé par tout ce qui est thermodynamique et ça nécessite de travailler près du zéro absolu, ce qui fait que ça les rend encore plus gros, plus complexes et plus chers. Je vais quand même répondre à ta question qui était quand est-ce qu'on pourra réellement attaquer de la crypto et quand est-ce qu'on aura ce fameux ordinateur quantique ? Eh ben, les annonces des constructeurs, en fait, elles ne nous aident pas tellement. Parce qu'on pourrait dire 433 qubits, ça commence à faire beaucoup pour de la ES 128, il y en a 4 fois plus, on est tout bon. Et en fait, ça ne marche pas comme ça, parce que les qubits réels qui sont annoncés par les constructeurs sont des qubits qui sont entachés d'erreurs. Parfois, on est obligé d'utiliser 100 qubits physiques pour arriver à un seul qubit logique. Là, ça nous ramènerait à 4, on est loin du compte. Un autre aspect dont on ne parle pas assez, c'est la profondeur et le temps de calcul, puisque les erreurs se propagent. Il faut prendre soin d'avoir une forme de stabilité très importante. Pour rappel, coder un simple algo AES avec un ordinateur quantique, c'est traverser des dizaines de milliers de portes logiques quantiques. Du coup, une vision optimiste dirait le quantique, il n'y a pas de risque à court terme, et donc concentrons-nous sur l'IA. En même temps, la démonstration justement de l'émergence des large language models nous invite un peu à l'humilité par rapport à ça. Et tu parlais de la technologie photonique que tu considères comme, comment dirais-je, pouvant apporter à des disruptions. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire à court terme ? Qu'est-ce que nous, en termes d'écosystème de cybersécurité, qu'est-ce qu'on doit proposer en tant que les RSSI ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se préparer à cette émergence dont on ne connaît pas bien la date, mais qui, si elle arrive, est vraiment un signe noir? Je pense que le mot humilité que tu as utilisé est le bon. Et c'est un domaine où, expert, pas expert, il faut juste savoir se dire, on ne sait pas. Donc on ne sait pas quand ça va arriver, et on ne sait pas s'il n'y aura pas une nouvelle méthode pour coder les qubits. Comme à une époque, on faisait des calculs avec des lampes, puis est venu le transistor, qui a changé radicalement la façon de faire du calcul numérique et comment on concevait nos ordinateurs. Il y a aussi trois éléments qu'il faut toujours garder en tête par rapport à la menace quantique. Le premier, c'est que tous les échanges informatiques, toutes les conversations aujourd'hui peuvent être enregistrées, quand bien même on est incapable de les déchiffrer. Si demain la techno est là, elles permettront de mettre en cause leur confidentialité. Le deuxième, c'est la durée de vie des certificats dans les infrastructures avec les publics. On a parfois des cas où ça dure 20 ans. 20 ans, ça paraît loin, ça peut donner quand même beaucoup de chance aux développeurs de calculateurs quantiques de faire des percées. Le dernier, c'est la durée que ça nous prend à nous de patcher les systèmes. Et je pense particulièrement aux systèmes embarqués qui sont déployés. On a parfois des dizaines, voire des centaines de millions d'appareils qui sont déployés sur le terrain. Très difficile à joindre. On peut parfois mettre à jour leur logiciel, parfois on ne peut pas. On peut parfois mettre à jour les clés à distance, parfois on ne peut pas. On a donc de l'incertitude sur la date de l'attaque. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les incertitudes sur la défense? Parce qu'on voit bien effectivement que même si on a des incertitudes sur la date de l'attaque, certains nombres de groupes d'attaquants stockent déjà des données, comme tu le signalais,
qu'ils ne peuvent pas déchiffrer aujourd'hui, mais à but de pouvoir les déchiffrer dans le futur. Donc, concrètement, que doit-on faire aujourd'hui? Alors concrètement, ça signifie mettre en place de la cryptographie hybride, dans un certain temps de la cryptographie post-quantique. C'est ce que conseille l'ANSSI, ils nous l'ont rappelé récemment. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur le mot concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je ne suis pas sûr que la réponse qui suit va être concrètement, mais on va essayer. La cryptographie hybride, je vais employer un parallèle osé. C'est un peu comme avoir deux moteurs, un moteur thermique et un moteur électrique. Donc plus sérieusement, c'est combiner cette cryptographie classique avec laquelle on vit parfaitement bien. On n'a pas de doute, on n'a pas d'attaque. Parfois, on a des petites faiblesses et on met à jour les algorithmes. Finalement, on n'a que le problème de l'ordinateur quantique. D'un autre côté, on a la cryptographie post-quantique, qui est plus récente. On a moins confiance, mais au moins elle contre cette menace. Donc finalement, c'est utiliser les deux. Dans le cas du chiffrement, on chiffre un message qui lui-même est chiffré en utilisant chacune des deux méthodes. Pour la signature, que ce soit un fichier, un certificat, on va apposer deux signatures à nouveau avec chacune des méthodes. Alors on parle depuis tout à l'heure de post-quantique, mais finalement c'est magique. Comment on résiste à l'ordinateur quantique, surtout qu'on nous dit qu'il est tout puissant. Donc l'ordinateur quantique n'est pas tout puissant. Il y a une certaine gamme de problèmes mathématiques qu'il résout parfaitement bien et d'autres sur lesquels il n'est pas spécialement efficace. Et donc les algorithmes cryptographiques sont souvent basés sur des problèmes mathématiques. On utilisait des choses autour des groupes finis, des corps finis, et tout ça, l'ordinateur quantique le traite très bien. Par contre, il y a des domaines mathématiques qui ne traitent pas bien. Je pense par exemple au réseau euclidien et la réduction de leur base. C'est ce sur quoi est basé l'algorithme Falcon, développé par une équipe où figurait une personne de Thalès et qui a été finaliste au NIST. Et donc l'enjeu, c'est de déployer ces chiffrements post-quantique ready, ou ces chiffreurs post-quantique ready, à la fois dans une approche de produit et aussi dans une approche système. Parce que si je comprends bien, la complexité, ce n'est pas que les algos, c'est leur implémentation. Alors effectivement, il s'agit de les implémenter proprement. Dans l'embarqué, il s'agit de les implémenter avec une résistance aux attaques à canaux cachés. Et le nerf de la guerre, c'est de les diffuser. Après ce point sur la partie cryptographie et post-quantique, si on se fait un parallèle, est-ce que l'IA est un sujet urgent pour la communauté de la cybersécurité? Comme tu le disais, les LLM, ils sont arrivés à maturité et, à part peut-être quelques experts, tout le monde a été pris un petit peu de cours. Et on a cet effet waouh dont on parlait auprès du grand public. Je pense que la question, c'est la potentielle diffusion massive de ces modèles. Alors pourquoi on peut penser que ces modèles vont aller au-delà de l'effet waouh? Le premier point, c'est le surentraînement possible. Alors le surentraînement, ça veut dire qu'on a ces IA génératifs que je pense avec lesquels chacun d'entre vous on peut peut-être jouer. On va pouvoir les surentraîner pour faire des choses très concrètes. Ces choses très concrètes, c'est générer du code, générer des fichiers de configuration, générer des règles, les traduire quand on veut passer d'un système à un autre. Ensuite, il y a la capacité de passer dans l'embarqué. On entend souvent, l'IA c'est très bien, mais c'est très gourmand, faut du hardware spécialisé. Alors c'est tout à fait vrai, mais c'est tout à fait vrai pour l'entraînement des modèles. Une fois que le modèle est entraîné, surtout si on a pris soin de prendre un modèle pas trop gourmand, on peut retrouver des modèles d'IA qui sont déployés dans l'embarqué. Le dernier point, c'est l'open source. L'open source, au-delà de la simple question du coût des licences, c'est aussi un vecteur de confiance et de contribution de toute une industrie. Mais avec ces trois éléments, ça veut dire que l'intelligence artificielle va se déployer massivement dans tous les systèmes d'information de toutes les entreprises. Alors c'est effectivement ce à quoi on peut s'attendre. Et pour en revenir au thème de quel est le vrai danger, si on parle aujourd'hui, je pense que le vrai danger, c'est résolument un déploiement massif de l'IA sans avoir pris la peine de déployer les protections adéquates. Je vais tenir un raisonnement très simple. L'IA, c'est le sujet urgent pour toutes les directions générales. C'est donc le sujet des DSI. La cyber de l'IA doit devenir le sujet des RSSI. Et ce, d'autant plus que l'IA pose des problèmes cyber particuliers
parce qu'elle est l'objet d'attaques que les autres modes de calcul ne connaissent pas. Je vais vous en citer quelques-uns sans être exhaustif. L'empoisonnement des données d'entraînement, ce qui fait qu'on a un modèle qui ne se comporte pas comme souhaité. L'extraction des données d'entraînement par une forme de reverse engineering. On a pu prouver qu'à partir du modèle, on peut reconstituer partiellement les données qui ont servi à l'entraîner. Alors ça pose des questions dans le domaine des données personnelles. Ça peut poser des soucis de protection de la propriété intellectuelle. On a la corruption des modèles, en particulier les modèles qui restent auto-apprenants sur le terrain. On peut mener des attaques où on va petit à petit modifier des choses qui vont amener le modèle à dériver et à la fin avoir un comportement qui n'est pas du tout celui voulu. Et peut-être le plus spectaculaire, c'est celui de données qui sont spécialement conçues pour tromper l'IA. Ce que vous voyez en bas à droite de l'illustration, en tant qu'être humain, vous voyez tous des panneaux stop. Si on les soumet à certaines IA, elles ne le reconnaissent pas, simplement par la position de ces petits patchs blancs et noirs, alors qu'ils ont été évidemment calculés. Et je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir si ça se retrouve dans nos rues en termes de sécurité routière. Sur ces différents éléments, on voit effectivement que la cyber de l'IA pose des problèmes particuliers. La cyber de l'IA aussi pose des problèmes en termes de discrétion, puisque évidemment l'IA par nature a un côté boîte noire qui fait qu'il est difficile de se dire est-ce qu'une IA a été donné un mauvais résultat ou a été leurrée. Notre conviction, c'est que c'est l'ensemble du pipeline de données qui amène au résultat d'intelligence artificielle qu'il va falloir sécuriser avec ce que tu viens de donner, Eric, juste quelques exemples de là où on peut mener des attaques. Mais le pipeline de cyber de l'IA ne sera sécurisé qu'à mesure de son maillon faible. C'est donc quelque chose sur lequel il faut agir, une conviction forte qu'il faut agir dès maintenant, en alliant à la fois des experts en intelligence artificielle et des experts en cybersécurité. Mais là, on a beaucoup parlé de cyber de l'intelligence artificielle, de cyber de l'IA. Qu'en est-il de l'IA dans la cyber? Révolution ou évolution? Alors c'est un grand débat et on a ce mythe de l'IA qui trouve toute seule la super attaque qui casse tout. Moi, je serais plutôt dans le domaine de l'évolution. Ce qui génère cette crainte, on peut l'attribuer à ce qu'on appelle les réseaux adversaires génératifs. Et pour simplifier un petit peu, c'est comme si en cyber, on remplaçait l'équipe rouge et l'équipe bleue par deux IA qui se battent. Et en fonction de l'attaque est successful ou non, bah on donne une récompense à l'IA. Et quand elle n'a pas la récompense, elle évolue. On retrouve d'ailleurs ça dans les jeux vidéo où on met des IA qui essayent de faire des meilleurs scores que des humains. La plupart du temps, ils y arrivent. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a à peu près deux types de résultats. Soit l'IA fait ce que fait l'être humain, mais elle le fait mieux et plus vite. Ou alors, l'IA trouve ce qu'on appelle dans les jeux un glitch, ce qu'on appelle en cyber une vulnérabilité. Alors, si je pense qu'on ne va pas assister à quelque chose d'absolument dramatique, c'est que l'IA est entraînée souvent à partir de modèles humains. Donc, elle va jouer dans le même bac à sable. Et quant à l'IA qui va chercher ce que personne n'a vu, finalement, c'est ce que font nos pentesters. Et nos pentesters, ils mettent des années d'expérience, ils mettent leur connaissance de la cyber, la connaissance des systèmes qu'ils protègent. Donc le vrai apport de l'IA, c'est d'accélérer et d'optimiser les processus utilisés dans les attaques. C'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, il n'avait pas été détecté d'une attaque résolument nouvelle, identifiée comme émanant d'une intelligence artificielle dans l'ensemble des réseaux. Ça apporte néanmoins un changement d'échelle. On le voit d'ailleurs, juste si on prend un petit focus sur le phishing, on voit un changement d'échelle grâce à l'IA sur la partie phishing, qui voit bien d'ailleurs sur ce graphe le renouveau du phishing. Oui, effectivement, ça permet d'augmenter le volume puisqu'on gagne du temps sur la génération. Ça permet aussi d'améliorer la qualité. On se souvient tous du phishing qui nous faisait rire il y a 10 ans. Le sujet est un peu moins drôle aujourd'hui. Un domaine connexe à la cyber et la lutte informationnelle, dans la mesure où on sait très bien maintenant générer des images, des sons, on sait générer des vidéos, et on rentre dans le domaine du deepfake qui, je pense, va nous poser quelques soucis à l'avenir.
sur, comme le disait Maria tout à l'heure, sur l'attaque, et comme le disait aussi Vincent Strobel à midi, l'importance maintenant, c'est la cyber-résilience de l'ensemble des acteurs de l'industrie et pas simplement les OIV, OSE qui ont beaucoup monté. L'intelligence artificielle va apporter une menace supplémentaire en démultipliant la capacité des attaquants. Donc, quels sont, nous, ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit focaliser nos efforts en termes d'intelligence artificielle pour répondre à ces menaces et continuer à protéger de façon le plus efficacement possible, pas seulement les OIV et OSE, mais l'ensemble de l'industrie? Alors, il y a déjà beaucoup d'applications et parfois même inconnues des gens qui lancent les outils de l'IA, je dirais classique. Pour rester dans le thème de cette année, je vais répondre sur la partie générative. L'activité cyber regorge de besoins en rédaction. Alors, je vais donner quelques exemples. La rédaction des fiches réflexes dans les SOAR, et on connaît aujourd'hui l'importance de l'automatisation de la réponse. On a la rédaction, la traduction, la gestion des règles de détection. Et je pense que ça parlera à tous les RSSI dans la salle. Il y a énormément de politiques techniques, de procédures. L'IA générative peut accélérer ça et permettre aux experts de se concentrer sur les tâches à réelle valeur ajoutée. Donc on a vraiment tous intérêt à déployer rapidement ces modèles, parce que de l'autre côté, les attaquants vont évidemment les utiliser également. Pour conclure, et je vois que le temps qui nous est imparti baisse très vite, pour conclure, en prenant encore plus de hauteur, on a parlé des 2 révolutions actuelles. Est-ce qu'il y a d'autres révolutions qui arrivent à l'horizon? Est-ce qu'il y a 2-3 idées qui te semblent importantes à creuser et qui pourraient justifier que nous revenions ici dans 2 ans ou dans 5 ans? J'en ai 3 en tête. La première est peut-être plus sociétale que réellement technologique. La cybersécurité nécessite de mettre en œuvre beaucoup d'outils. Ces outils deviennent de plus en plus gourmands en données, de plus en plus gourmands en capacité de calcul. Et comme tout le reste de l'activité numérique, ça a aussi un impact environnemental. Ce à quoi je m'attends est que dans un futur assez proche, nos clients nous demandent de mettre en œuvre de la frugalité de la cyber, comme on a aujourd'hui des études sur la frugalité de l'IA. Le deuxième, c'est la convergence des 2 thèmes qu'on a abordés ce soir, puisque des chercheurs ont démontré qu'on pouvait encore améliorer les performances et la vitesse des intelligences artificielles en les mêlant avec des technologies quantiques. Un autre challenge intéressant à long terme, c'est la sécurisation des communications quantiques, c'est-à-dire l'échange d'informations qui utilisent le principe de superposition des états quantiques. Il nous faudra oublier, peut-être réinventer des notions telles que les sons de réseau, telles que les agents embarqués, puisque ce sont des agents qu'on ne pourra plus utiliser car ils détruisent cette superposition quantique. Il y aura donc toute une cyber à réinventer. Très excitant pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment la technologie dans cette salle. Du coup, on se dit rendez-vous au minimum dans 5 ans et peut-être dans 2 ans si la rupture technologique arrive un peu plus tôt. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez été tellement diligent au niveau du temps qu'on a la possibilité de prendre des questions de la salle, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Nicolas Pellegrin, Next City. Alors, je vais revenir sur la partie quantique, moi, qui m'intéresse beaucoup. Au travers de ce qu'on a vu de vos explications, de ce que j'ai compris, on comprend que l'apport du quantique pour la cybersécurité, ça va être essentiellement sur la capacité calculatoire avec l'ordinateur quantique et le phénomène de superposition caractéristique des ondes. Et en fait, peut-être que... Alors, je me demandais si vous n'aviez pas omis une deuxième caractéristique en fait, de la mécanique quantique, qui est l'intrication. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on peut avoir des états superposés, très bien. Ça permet d'avoir si vous voulez, d'avoir des cryptosystèmes plus robustes, certes. Mais ce qu'il faut aussi peut-être... ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous êtes intéressé à ce phénomène d'intrication, et notamment au moment de l'échange des clés, le fait de savoir qu'on a un phénomène qui est aléatoire des 2 côtés, donc génération de clés aléatoires, mais avec une corrélation parfaite entre ce qui est des 2 côtés, en fait. Ce qui permettrait d'avoir, vous conviendrez avec moi que c'est plus facile d'attaquer des clés que du chiffrer directement, ce qui permettrait d'avoir des cryptosystèmes parfaits, donc des tailles de clés égales à dont la longueur est égale au message qu'on veut envoyer,
et en plus une caractéristique aléatoire des deux côtés et corrélée. Une question pour toi, Eric. Ça. Oui, je l'avais prise ainsi. Alors effectivement, j'ai parlé de superposition parce qu'on ne rentrait pas dans le détail du calculateur quantique qui utilise superposition et intrication, sinon on perd tout l'intérêt. Ensuite, votre question, elle se rapporte plutôt à ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques, qui est un domaine différent. On ne s'est pas penché aujourd'hui sur l'aspect constructif de la physique quantique, de même qu'on n'a pas détaillé aujourd'hui toutes les applications qui pourront être bénéfiques pour nous, enfin nous au sens l'humanité du calculateur quantique. Quand je traite le sujet de la distribution à clé quantique, je veux toujours attirer l'attention sur le fait que cette sécurité absolue qui nous est promise par les lois de la physique, elle est à relativiser. Je vais prendre un exemple qui est une anecdote de la guerre froide. On avait une loi tout à fait valide et universelle qui est la théorie de l'information de Shannon, qui nous dit que le masque jetable est quelque chose d'absolument secure. Alors c'est entièrement vrai tant qu'on l'utilise correctement. Ce qui s'est passé un jour, alors je n'arrive jamais à me souvenir si c'est les Russes ou les Américains, ils étaient à court de nombres aléatoires, ils en ont réutilisé, les codes ont été cassés. Ma conviction, c'est que la distribution de clés quantiques, c'est pareil. Que le photon ne soit pas attaqué sur le trajet, fair enough. Mais par contre, il y a des répéteurs, il y a tout un système. On mentionnait tout à l'heure l'importance de sécuriser l'IA de bout en bout. Qu'on utilise de la cryptographie post-quantique ou de la distribution de clés quantiques, il faut bien avoir en tête que c'est l'entièreté du système qu'il convient de sécuriser. Normalement, avec une réponse comme ça, on n'a plus de questions. Oui, je pense aussi. Oui. Elle était... Une autre question, une dernière question peut-être? Ça veut dire que vous avez répondu à tout. Ben voilà, on a démystifié, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Maria. Bravo. Merci beaucoup. Un grand merci. Un grand merci, vraiment.